bien Denis parce que c'est un joyeux provocateur d'abord. Hein. Il écrit un certain nombre de choses. L'un de ses derniers billets, c'est les seuls insoumis sont les entrepreneurs. Voilà, c'est le genre de message que j'aime bien. Denis a un répondeur de téléphone mobile dans lequel il décline toutes ses activités, donc c'est assez long. Je vais juste en citer 3. Il est donc entrepreneur du net depuis 20 ans, hein, sur un secteur qui paraît aujourd'hui banal, mais qui ne l'était un tout petit peu moins à la fin des années 90, qui s'appelle le e-learning avec EduFactory. Il est fondateur de Parrainer la croissance pour aider les entrepreneurs des petites, des moyennes entreprises. Et plus récemment, il a cofondé un observatoire de l'ubérisation, mot que pour ma part j'évite soigneusement d'employer, mais il veut défendre l'ubérisation positive. Et il a écrit un livre avec un co-auteur sur le sujet il y a 18 mois. Et il va maintenant nous parler de la transformation digitale, une ennemie. On retrouve l'ennemi du général, hein, et de chacun d'entre nous. Une ennemie qui vous veut du bien. À toi la parole. Comme tu veux. Tu peux me balader. Super. Bon, je suis le dernier rempart avant le repas, c'est ça? D'accord. Oui. Bon, donc, et on a faim parce qu'on a pris du retard. donc, c'est promis, j'aurai fini avant 19h. Vous pourrez dîner à l'heure. Bon, d'abord, c'est un plaisir de passer après le général, après Jean-Marc. Je crois que maintenant, on se connaît depuis un petit moment. Il n'y a qu'une lettre qui nous sépare entre Baquet et Jacquet. Il y a quelques étoiles aussi qui nous séparent. C'est très amusant parce que l'autre jour, je déjeunais à l'Assemblée nationale avec différentes personnes, dont un ex-militaire, et il nous rappelait que finalement, l'armée avait une façon assez prospective de recruter des talents pour les aspirer vers le haut en essayant de détecter des gens qu'ils allaient faire monter très vite. Et donc du coup, le parcours allait assez rapidement. Et donc du coup, il y a les autres, c'est-à-dire ceux qui sont promus à l'ancienneté. Et il y a une très belle formule, hein, sous le contrôle de Jean-Marc, qui disent l'ancienneté, c'est le privilège des cons. C'est vrai? Bon, voilà, donc je voulais vous la passer. Ça ne sert à rien dans mon exposé, mais je la trouvais très sympa parce que Jean-Marc était là. Et puis, voilà. Et puis, c'était... Oui, c'est... Et la deuxième chose, c'est vrai, sur les mots qui reviennent tout le temps, c'est assez rigolo, parce que quand on a un petit peu de bouteille, alors vous avez connu le knowledge management, maintenant on a les entreprises agiles, maintenant on a les entreprises libérées. Bon, c'est-à-dire que l'entreprise libérée, pour moi, je pensais que ça venait plutôt de Mélenchon que de McKinsey, mais finalement, ça pourrait être plutôt un slogan de la France insoumise que celle de McKinsey, et ça permet quand même de vendre des journées à 3 000 €, donc c'est assez soupçonnable le degré de créativité qu'ont les consultants dans le monde pour nous abreuver de mots totalement... Sans sens, l'entreprise agile, oui, ok, d'accord. Une entreprise de 460 000 personnes, elle ne sera jamais agile. Bon, libérée, encore moins, je dirais, structure. Donc, si tant est effectivement qu'on considère le travail comme une prison. Cette longue introduction qui m'a déjà bouffé 1 minute, je crois, pour vous dire que, comme Jean-Marc également, je ne veux pas vous parler de supply chain parce que je ne veux pas faire d'insultes à votre profession. Et comme les étudiants, j'ai une vraie virginité sur le sujet. Mais plutôt de vous parler un peu de la façon dont on peut l'aborder en tant que généraliste de l'extérieur. Non pas la supply, mais ce qui se passe un petit peu dans ce monde-là. Bon. La première chose qui m'interroge en permanence, c'est de savoir si nous allons faire la supply chain en tant que dominant ou en tant que dominé. Et ça, c'est une vraie question que je me pose tous les jours et un petit peu plus, et qu'on devrait tous se poser. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. La deuxième chose, c'est de savoir si le consommateur est plus important que l'homme. Est-ce que le consommateur est plus important que l'homme? À savoir qu'aujourd'hui, effectivement, cette expérience client qui permet au client d'accepter de donner sa data. La data est l'énergie du 21e et peut-être du 22e siècle. On veut la récupérer. Qui a la data a le pouvoir. Et finalement, cette obsession du consommateur entraîne tout derrière, y compris dans la supply chain, une réflexion sur la productivité, les coûts et le temps qui entraîne forcément un impact très fort sur les hommes. Et on travaille beaucoup sur le consommateur, on ne travaille absolument pas sur les hommes. La troisième chose, c'est qu'une productivité plus importante, est-ce qu'elle entraîne l'enrichissement des nations? Et à un moment donné, nos entreprises, elles ne vivent pas pour elles-mêmes. Elles vivent dans un environnement, dans un pays, dans des nations, dans un commerce international. Si les hommes deviennent pauvres, nous aurons des nations pauvres, des consommateurs pauvres, n'ont jamais fait des pays riches et n'ont jamais fait des entreprises riches. Donc il y a vraiment 3 grandes questions, je pense qu'on ne se pose pas assez, et qu'on essaie de promouvoir à travers
à la fois toutes ces conférences, ce dont je vous parlerai ce soir, parce que je fais la clôture ce matin, mais je la refais ce soir. Après, je vous ramène chez vous en Uber, et puis demain matin, je vous offre le petit déjeuner. Donc, réflexion qu'on a posée un petit peu dans ce livre que la SLOC d'ailleurs vous offrira ce soir, parce que j'aurai le plaisir de le dédicacer. En plus, si le livre ne vous plaît pas, c'est pas grave, vous ne l'aurez pas payé. Donc, c'est pas totalement dramatique. Alors, je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde, mais vous le savez, il y a deux sortes de gens. Il y a ceux qui courent derrière une vision, et il y a ceux qui courent après ceux qui ont une vision. Bon. Alors, je ne sais plus qui parlait du sport tout à l'heure, mais moi j'étais en équipe de France junior, je crois à 17 ans, en équipe de France de 5000 mètres. Et effectivement, en sport, c'est relativement binaire. Ou on est premier, ou on n'existe pas. Bon. Donc l'objectif, il est simple, mais on sait après quoi on court. Aujourd'hui, effectivement, vous avez deux pays majeurs. Le monde est bipolaire, de plus en plus. Vous avez la Chine et vous avez les États-Unis. Et aux États-Unis, vous avez surtout une partie des États-Unis, c'est-à-dire quelques grandes villes et la Californie, le reste étant, comme le reste du monde, en train de se dessécher et de mourir, puisque, comme en France, les petites et moyennes communes sont toutes au bord de la rupture, à la fois humaine, financière, organisationnelle et structurelle. Ça meurt, et ça permet effectivement à tous les populistes de la Terre, progressivement, de pouvoir espérer être là à la prochaine échéance et de le remporter. Donc, ce qui est vraiment important dans ce monde, c'est que, et vous avez vu Vivatech, on m'a interrogé encore à la télé la semaine dernière et hier soir sur cette question. Vivatech, c'est fantastique. Il y avait effectivement sur le perron de l'Élysée, c'était bien, hein, c'est très bien ce que fait notre président, en tout cas l'image à l'étranger, à côté du clown et de l'excité d'avant, si vous voulez, ça fait quand même un changement assez radical dans ces 10 dernières années. Mais c'est vrai que l'image est excellente, mais néanmoins, vous avez vu sur le perron 2 Français, une masse d'Américains et pas de Chinois. Ce n'est pas directement le reflet du monde tel qu'on le voit aujourd'hui. Ceux qui vont le plus vite, et vous le savez dans votre métier, c'est la Chine. Bon. Et ceux qui sont en train de prendre le pouvoir sur le monde, c'est la Chine. Bon. Bien évidemment, ça se voit moins parce que culturellement, personne ne rêve d'être chinois. Et puis surtout, l'Amérique continue à dominer parce que, étant dans un monde libre, elle véhicule ses outils et vous les utilisez tous les jours. On n'utilise pas encore beaucoup les outils chinois, mais c'est eux qui vont dominer véritablement le monde. Coluche, un grand philosophe, Jean-Marc a cité Kant, j'en ai un moi aussi, Coluche, qui disait, vous savez, quand vous mélangez dans un œuf le jaune et le blanc, qu'est-ce qui reste? Le jaune. Bon. Et donc, elle est bonne aussi, Jean-Marc, vous pourrez la réutiliser, je vous la prête. Bon. Donc, il y en a plusieurs, on a eu Richard Virenque, on a des gens brillants en France. Il y a eu un grand courant viennois, il y a eu Kant, il y a eu Freud, etc. Nous, on a eu Virenque, Coluche. Bon. Enfin, Coluche était bon. Alors, donc, la Chine et les États-Unis. Et aujourd'hui, cette domination est très forte et sera forte un petit peu plus tous les jours. Pourquoi? Simplement parce qu'ils investissent. C'est-à-dire que ce sont des pays qui ont décidé de prendre des risques, parfois de prendre trop de risques, mais de prendre des risques pour s'offrir un avenir. Bon. Face à ça, je pourrais vous dire une autre fois tout le bien que je pense de la RGPD, qui, je pense, est juste un coup d'épée technocratique dans l'eau, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se met sur la voie pour freiner les trains, mais nous ne sommes pas dans les trains. Et donc, ce qui m'inquiète, c'est la position de l'Europe dans tout ça. Troisième chose, c'est cette fameuse productivité. Est-ce qu'on doit la retrouver à tout prix? C'est une vraie question, ça, parce que finalement, au travers de ce qui était dit tout de suite dans la table ronde, la productivité, le fait d'aller plus vite, moins cher, de façon mieux organisée, plus rapide, c'est vraiment le facteur temps, le facteur coût, le facteur sont les 2 facteurs certainement clés aujourd'hui de cette économie digitale. J'y reviendrai tout à l'heure vers 18h30 en deuxième partie de mon exposé, et nous pourrons effectivement débattre de ces 2 thèmes qui sont vraiment majeurs. Mais est-ce que nous devons retrouver cette productivité? C'est une vraie question. Pourquoi? Parce que cette productivité telle qu'on est en train de l'aborder dans le monde digital est une productivité qui ne fera qu'un sacrifice, c'est un sacrifice humain. Et donc, à partir du moment où l'homme est en jeu et les jobs sont en jeu, la vraie question est de savoir si on en a besoin. Je ne vous parle pas de décroissance. Je ne suis pas né à Nantes et je ne suis pas zadiste, donc ce n'est pas mon sujet. Mais la vraie question, c'est de savoir si la productivité doit rester l'instrument de mesure de la réussite d'un pays, d'une entreprise et d'un système financier global. Dans quel monde on vit, très rapidement, pour vous déprimer un peu dans le repas? Un monde qui vieillit. C'est pas gênant, on vieillit tous et on vieillit plutôt mieux. En tout cas, on est plus nombreux à vivre plus longtemps. On ne vit pas plus longtemps, on est plus nombreux à vivre plus longtemps, mais pas forcément dans de meilleures conditions et en quittant le monde du travail plus tôt. Vous l'avez vu au travers des tables rondes tout à l'heure, on a parlé beaucoup de jeunes, de nouvelles façons de voir, etc. Le monde est en train de se centrer sur les moins de 25 ans parce qu'il crée les startups et les innovations,
mais il est peuplé de gens de plus de 60. Donc à un moment donné, ce n'est pas un monde qui doit être piloté par les jeunes, c'est un monde qui doit réapprendre à vivre de façon intergénérationnelle. La France aura 62 ans en 2050, ça sera plus d'un tiers de sa population, c'est déjà le cas au Japon. Il ne faut pas croire que ce monde ne vivra que piloté par des moins de 25 ans. Il faudra retrouver une cohésion structurelle entre les plus de 55 et les moins de 25. Comment fait-on ça? Deuxième chose, c'est un monde endetté. Pas un pays, alors sous le contrôle de Jean-Marc, qui maîtrise ça beaucoup mieux que moi, mais il n'y a pas un pays occidental, il y a plus de 30 ans, qui avait plus de 30% d'endettement sur son PIB. On est tous entre 90, 100, 110, 120 ou 130%. Troisième élément, productivité en panne pratiquement dans tous les pays, y compris les plus robotisés. Ça, c'est un truc à méditer. Quatrièmement, une classe moyenne qui vit un effondrement comme jamais dans l'histoire du capitalisme et qui se paupérise à une vitesse juste incroyable, sauf que c'est la colonne vertébrale des nations occidentales. Et enfin, la disparition des territoires au profit de mégacités. Donc ça, c'est le panorama global. Ça signifie que ça donne une pression énorme pour retrouver une capacité à faire de la croissance, retrouver une capacité à faire de la productivité. Et la question, c'est comment? Et donc, quand on regarde la question d'un point de vue digital, que vous appeliez Uber, Amazon ou n'importe quelle autre société, leur question à eux, c'est « je commencerai à gagner de l'argent quand j'aurai moins d'hommes et de femmes travaillant pour moi ». Il y a 3 semaines, j'étais à Taïwan avec le numéro 2 de Terry Gou, le patron de Foxconn, plus grosse boîte mondiale, 1 700 000 employés, dont une large partie en Chine et l'autre à Taïwan. Et il annonce, il y a quelques mois, je vais remplacer 1 million de mes salariés en 30 ans, en 20 ans, par 1 million de robots. Question, puisque tout le monde va faire la même chose, que faut-on de ces millions millions de personnes qui se retourneront vers une usine elle-même automatisée, une autre usine elle-même automatisée, une autre... Où iront-ils? Que feront-ils? Avec quoi vivront-ils? Donc la vraie question est de savoir, dans ce monde aujourd'hui où on invente un nouveau capitalisme de la survalorisation, 76% de la capitalisation boursière américaine est faite par des boîtes 100 fois plus valorisées que vos propres entreprises, qui créent 100 fois moins d'emplois et qui ne gagnent pas d'argent. Ça devrait nous surprendre. Le rapport de création entre la valorisation de ces boîtes-là et la vôtre, la plupart des vôtres qui êtes là dans la salle, la mienne, le rapport entre la valorisation boursière et le nombre d'emplois créés est en moyenne entre 30 fois et 100 fois inférieur à celle que vous faites vous aujourd'hui. Donc la vraie question, c'est l'emploi. Et si derrière la question de l'emploi, c'est la question de la place des hommes et de l'enrichissement des nations. Donc ça veut dire qu'il va falloir venir sur une culture du travail avec le petit étant l'homme, la PME, la TPE, le territoire. Comment redonner de la vie à ces petits territoires, à ces petits hommes, à ces petites entreprises? Et le sujet tout à l'heure du donneur d'ordre fournisseur, qui est effectivement un mot qui va devoir vite disparaître, parce qu'à un moment donné, nous sommes trop gros en France pour réagir rapidement, c'est le cas des grands groupes, et trop petits pour être capables d'avoir du pouvoir et de l'évolution. Donc le cumul des deux est juste indispensable. De toute façon, la seule solution pour la France de s'en sortir va être effectivement d'être capable de réunir en un seul sein les grands groupes et les PME et les startups qui bossent avec elles, non plus pour elles. La deuxième chose, ça va être de réinventer les échanges. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais on y reviendra, c'est-à-dire le mode de collaboration entre les individus. Pourquoi on a fait l'observatoire? Parce qu'à un moment donné, il y a un politique qui a eu la très bonne idée de dire Uber Pop, on va interdire ça tout de suite parce que des gens qui bossent le soir en plus de leur boulot pour se faire 300 € de plus pour transporter quelqu'un, on ne peut quand même pas laisser des gens travailler pour gagner un peu d'argent. Et donc du coup, on a interdit Uber Pop au lieu de dire faudrait que ça se fasse avec un peu d'assurance, à certaines heures, avec un plafonnement tarifaire. Non, on a dit on interdit. Et donc en France, depuis 68, on avait interdit d'interdire. On a décidé que finalement, c'était bien d'interdire et qu'on préférait interdire et tuer que soigner une dérive. Bon. Donc du coup, ça signifie que ces échanges entre les individus, ces activités parfois même non monétaires vont devoir être développées, notamment sur les petits et moyens territoires, parce qu'il va falloir trouver un moyen de les faire travailler ensemble. Mais c'est la même chose dans le désert. Moi, je suis dans le board d'SOS Sahel, je suis dans le désert tous les 3 mois en Afrique. On peut résoudre le problème du Sahel en moins de 10 ans avec de la blockchain, des crypto-monnaies. Ça paraît invraisemblable, mais pourtant c'est vrai. Bon. Donc ça signifie que les mêmes outils peuvent créer une richesse incroyable ou détruire une richesse incroyable. Troisième chose, la mesure. Il va falloir transformer la façon dont on mesure la réussite de nos entreprises, de nos activités.
Et c'est pour ça que tant que le système de mesure ne sera pas réformé, vous et moi, on sera victimes de système. Donc on pourra dire sur des plateaux très éclairés, l'homme, la place de l'homme, centré sur l'homme, l'agilité, la collaboration, le monde, du sharing economy. Mais on ne le fera jamais. Pour une raison simple, c'est que tant que la mesure sera le profit dans une société classique et son seul profit boursier, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut changer l'instrument de mesure. Et ce qui me rassure, c'est que, je ne sais pas, Emmanuel Faber chez Danone, Paul Polman, que j'ai eu encore il y a 15 jours d'Unilever, Larry Fink, BlackRock, le plus grand fonds du monde, disent on va transformer la façon dont on investit dans une boîte en fonction de l'impact positif que l'entreprise aura pas seulement sur ses profits, sur la planète, sur les hommes, sur les nations. À partir du moment où on aura changé la façon de mesurer le profit, la réussite, à ce moment-là, vous et moi, qui sommes animés de plein de bonnes intentions, nous pourrons faire notre job autrement. Le reste, ce seront que des grandes déclarations d'intention, aucune exécution derrière. Regardez le nombre de fois où grand cabinet me citait le fait de dire mais bon, alors on fait du mécénat de compétences, on peut donner un peu de temps, etc. Et à la fin de l'année, on se fait cisailler parce qu'on a donné trop de temps et on n'a pas facturé assez. Mais le PDG continue à dire sur scène il faut aider par du mécénat, consacrer du temps gratuitement, mais au final, le type qui le fait est sanctionné. Bon. Donc il faut changer le système de mesure. Et dernière chose, c'est les normes. La France, 400 000 normes. C'est vallons, c'est montagnes et c'est normes. Bon. 400 000 normes, 80 codes avec une inflation permanente et 577 députés dont la seule obsession est de faire pire que Bruxelles. Bon. Donc, Bruxelles a décidé un truc, j'en rajoute une couche. Ouais, bon. Et donc, du coup, ça fait un pays très simple. Pourquoi vous normez une activité? Alors que la norme, la plupart du temps, pas toujours, la plupart du temps, est qu'un mensonge institutionnel. C'est comme l'histoire. C'est une histoire qui est écrite par les vainqueurs. Ça veut dire que la norme est le fruit d'un compromis, de lobbying, de choses. Regardez le riz chinois dans les sushis. Il y a un taux d'arsenic 2 fois supérieur à la moyenne admise. Mais on admet que c'est une moyenne acceptable. C'est juste insupportable. On empoisonnait nos grands-mères avant pour hériter plus vite. Bon. Aujourd'hui, on considère que c'est sain de manger des sushis. C'est extraordinaire, la norme. Bon. Donc, la norme, aujourd'hui, va se transformer par la vie des clients et par le scoring. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'à un moment donné, la transparence que permet le digital va permettre de remplacer la notation des clients par les normes établies. Et donc, du coup, pour vous et moi, en France, qui avons une passion pour la qualité, ça peut être un magnificateur incroyable. C'est français, ça? Ça va être un outil de magnification. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Va permettre effectivement de magnifier la notion de qualité. Et ça, pour un pays d'ingénieurs, c'est assez extraordinaire. Je finirai. Je sens que les chaussettes roses de Jean-Marc s'agitent derrière moi et que je ne voudrais pas les prendre aux fesses. Le facteur temps, qui est juste un facteur absolument hallucinant. Qui d'entre vous utilise Amazon Premium? Je vois pas très bien ça. Bon, ça va, heureusement, vous êtes peu nombreux. Mais vous pouvez rester. Amazon Premium, c'est quand même la première boîte au monde qui a réussi à faire croire aux consommateurs que le fait d'être livré vite avait le moindre intérêt. Nous livrer en 2 heures des choses dont nous n'avons pas besoin la plupart du temps, parce que acheter sur un réflexe de consommateur acharné, ceux qui ont acheté ça ont acheté comme toi, pourquoi tu ne le fais pas, abruti? Donc ok, j'achète aussi. Bon. Et la deuxième chose, en 2 heures. Alors, depuis l'avènement d'Anne Hidalgo, une maire très éclairée sur le trafic parisien, on a la chance d'avoir 346 km de bouchons pratiquement tous les jours et un peu plus jour de pluie. Bon. Ce qui signifie que quand vous avez consommé, tout à coup vous êtes pris d'une frénésie le matin entre votre brosse à dents et votre café, d'acheter quelque chose sur Amazon, chouette, ça arrive dans 2 heures. Où serez-vous dans 2 heures? Au mieux dans les embouteillages, au pire au bureau, ou dans le sens inverse, et vous allez rentrer le soir comme vous êtes cadre, à 35 heures, comme on le sait, par jour, et que vous arrivez effectivement à 21 heures chez vous, après à nouveau 2 heures pour rentrer, je ne sais pas, à Versailles par exemple, pour ne pas citer d'exemple, parce que j'ai eu le bonheur de le faire l'autre jour pour rejoindre des gens à dîner, le truc. Et là, vous vous dites, Blablacar a vraiment du boulot, parce que pour le coup, il n'y avait que des gens qui font le même trajet tous les jours, tout seuls dans leur voiture, et qui continuent à pester contre la circulation. Et donc, dites, dans 2 heures, je l'ai reçu. Ouais, j'en vais le regarder au mieux dans 9, peut-être le week-end prochain si j'ai du temps, mais j'ai quand même trouvé que c'était intéressant de le recevoir en 2 heures. J'en ai fait un argument marketing et on me dit en plus c'est pas cher, donc pourquoi je ne le prendrais pas? Mais si c'est pas cher,
c'est qu'il y a quelqu'un qui paie. Et celui qui paie, c'est le livreur. Pourquoi ? Parce qu'en bout de chaîne, ce livreur qui est à vélo, contre vent et marée, la circulation parisienne avec tous ces sauvages à 2 roues, à 3 ou à 4, passer à l'étoile à 7 heures, c'est un accident toutes les 10 minutes, mortel toutes les 3 heures. Tout ça pour livrer pour Amazon à 8 € de l'heure, sans protection sociale, sans couverture sociale, sans revenu de substitution, sans chômage et sans formation. Une économie digitale qui considère que le fait d'avoir gagné du temps sur une livraison est un truc essentiel à sa vie quotidienne. C'est juste la plus grande fumisterie du monde. Donc annulez votre abonnement chez Amazon Premium. Excusez-moi pour Amazon. Je vous rassure, je me présenterai en 2022. Voilà. Donc, c'est un élément extrêmement important. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire de tout ça ? Parce que j'ai une fâcheuse tendance à parler trop longtemps. Copé m'avait dit un jour, du temps où il faisait encore de la politique, effectivement, Jacquet, il ne faut pas lui donner le micro parce qu'il ne le rend jamais. J'ai dit, bah oui, je fais comme vous. Et donc, on a un vrai talent. Nous sommes très bons et nous avons encore un peu de puissance. Par contre, nous n'avons plus beaucoup de temps. Donc, il ne s'agit pas de faire comme les autres. Nous ne sommes pas les autres. Il s'agit de faire mieux, aussi vite, mais autrement. Avec un modèle qui soit effectivement plus centré sur l'idée de créer de la richesse pour nos nations et pas seulement pour nos entreprises, parce que de toute façon, ça ne fonctionnera qu'à très court terme. Vous allez me dire, individuellement, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Justement, individuellement, rien. Collectivement, on peut tout faire. Bon. Donc, l'Europe a 5 ans maximum pour se réveiller, passer de la RGPD à une stratégie massive d'investissement et créer, pour moi, je peux le dire facilement, puisque je suis toujours taxé de libéralisme fort, d'avoir une préférence, je suis désolé pour ce terme qui est un peu lepéniste, mais une préférence européenne. Pas une interdiction des concurrents, une préférence. Je vous donne un exemple simple. On veut un moteur de recherche qui préserve nos données personnelles, on a Quant. Bon. Quant ne prend pas vos données personnelles. On veut que Quant ait un marché européen, qu'est-ce qu'on fait ? Chaque smartphone vendu en Europe a l'icône de Quant par défaut sur son smartphone. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ce qui fait que les gens, vous et moi, étant des machines à créer de l'habitude, très roboratives, une fois qu'on aura pris l'habitude d'appuyer dessus, on continuera à l'utiliser. Et la deuxième chose essentielle, donc une préférence. Est-ce que vous laissez vos enfants traverser la route avant 5 ans ? Non. Eh bien, laissons nos startups jusqu'à 5 ans encadrées, préférées, bichonnées, et une fois qu'elles seront grandes, on les laisse traverser toutes seules. Donc comme ça, on aura des champions. Et deuxième impératif auquel je vous conjure de regarder très près, même si je sais que c'est un marché difficile, même si le temps est une notion parfois compliquée, mais dans le digital, on est en train de monter des partenariats, je pourrais vous en parler quand vous le souhaiterez, et ça marche, c'est l'Afrique. Si nous savons associer l'Europe et l'Afrique en moins de 5 ans, nous nous dotons d'un marché de 2 milliards d'individus. Et comme aujourd'hui, des technologies françaises permettent d'accéder à Internet par des réseaux bas débit, même au milieu du désert, là où il n'y a pas Internet, ni de 4G, ni de 3G, ni de 2G, il n'y a même pas de G. Bon. Vous avez effectivement la possibilité de créer un marché extraordinaire. C'est au lieu d'avoir une tranche de jambon très fine entre les 2 tranches de pain chinoises et américaines, tout à coup, on devient la grosse tranche de jambon. Donc je vous incite, avant ce repas, à devenir tous ensemble une grosse tranche de jambon. Merci beaucoup.